« 24 août 1958 au stade Félix Éboué de Brazzaville. Le président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française attend résolument le général de Gaulle. Au nom de cette foule enthousiaste qui vous acclame depuis 24 heures, au nom des 4 territoires de l'AIF et de leur population et à mon nom propre, j'adresse au président du Conseil de gouvernement de la République le souhait de bienvenue dans la capitale de la Fédération haïtienne. Nous sommes convaincus que vous êtes venus aujourd'hui pour accéder l'œuvre entreprise à la conférence de Brazzaville et consacrer par un engagement solennel une AIF en marche vers son indépendance. Parlez, Monsieur le Président, parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre. Vive de Gaulle, vive la République. On dit, nous avons droit à l'indépendance, mais certainement oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. Voilà plus d'1 an depuis son élection à la présidence du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française que Barthélemy Boganda réfléchit à un État unique, cohérent et fort en Afrique centrale. On pourrait même dire qu'il y pensait déjà durant son enfance en Ubangui-Chari, l'une des colonies françaises. Le territoire est situé en plein cœur de l'Afrique. C'est une terre vierge qui couvre plus de 622 000 km² que les 2 premiers explorateurs, Dolizy et Usac, découvrent en 1889. La France et une 40aine de sociétés concessionnaires européennes la gèrent jalousement. La méthode utilisée par l'occupant pour exploiter les immenses richesses est musclée. On obligeait les gens à passer 2 semaines à 1 mois dans la brousse pour pouvoir récolter le caoutchouc. Mais ils vivaient dans des conditions très difficiles. Ils étaient suivis par des miliciens. Les populations étaient recrutées et envoyées dans la forêt en vue de récolter le caoutchouc, l'huile de palme, l'ivoire, les peaux de reptiles, car ces produits étaient très recherchés en Europe en général. C'était le travail forcé. L'enfant Boganda y perdra ses 2 parents, morts sous les chicottes des miliciens. Ce drame va le marquer à vie, forgeant par ricochet sa conscience et le poussant à devenir l'homme de Dieu, le sauveur des autres. Boganda, 5 ans après sa naissance, il était un enfant pratiquement abandonné. Et on l'a mis en tutelle. Son tuteur est parti à la guerre en France, à la Première Guerre mondiale. Et ce tuteur est mort à Verdun, en 1915. Donc Boganda s'est retrouvé tout seul dans ce village, dans le village de Bongolé, quand le lieutenant Meyer, un Allemand qui était de passage, a remarqué ce garçon au regard très vif. Et l'a pris pour le faire admettre à l'internat de Mbaïki. Un prêtre spiritain a remarqué que ce garçon était très intelligent et donc il l'a récupéré et il l'a amené à l'internat de Saint-Paul. Et après, il a fait un séjour au Congo et c'est
au Congo, qu'on l'a mis à l'école, il a commencé à la scolarité en Lingala. Et déjà, à cet âge-là, il commençait déjà à demander aux prêtres s'il pouvait un jour devenir prêtre, faire comme eux et aider ses frères. Donc il s'est mis au travail. Et puis il a eu des gens qui l'ont formé bien. Il y avait les jésuites, les spiritains, les bénédictins. Ce sont des gens qui ont de la tête. Et là, Boganda s'est donné comme violon d'Ingres. C'était la philosophie, la théologie et l'histoire. Donc sa volonté première était d'aider ses frères, les sauver par rapport à Dieu. En évoluant, il va penser qu'il faut les sauver autrement pour que ses frères puissent progresser. Boganda savait très bien où il allait. Il savait parfaitement ce qu'il attendait dans la vie. Dans une lettre que Boganda a écrite à Monseigneur Grandin, évêque de Lubangui, Boganda disait ceci: la meilleure expression de gratitude pour moi, c'est de profiter de la formation qui se donne ici au séminaire pour être demain utile à mon pays. Et encore quelque part, il écrivait toujours à Monseigneur Grandin, il disait ceci: je prépare mes armes, vous me donnerez un point d'appui. Et je promets, avec le concours de la Sainte Vierge, de changer la face de notre Ubangi. 27 mars 1938, l'Église catholique en Ubangi-Chari vit un événement exceptionnel. L'orphelin de Bobangui est ordonné prêtre. Le voilà muni d'un point d'appui, position idéale pour matérialiser sa volonté de servir les autres. La mission Saint-Paul des Rapides à Bangui est son premier poste d'affectation. On lui confie le petit séminaire Saint-Marcel où il rencontre l'abbé Ngui. Quand je suis arrivé ici, le 22 janvier 1940, c'est ici que j'ai trouvé Boganda, que j'avais déjà vu quand j'étais petit. Je l'ai connu en tant que grand frère, en tant que professeur, en tant que sous-directeur de ce petit séminaire Saint-Marcel, du nom de Monseigneur Grandin, qui était l'évêque. Boganda m'a fait une très bonne impression. Comme prêtre, nous étions en ce moment encore petits, il nous disait, si nous voulons construire le monde, il faut nous instruire. Il insistait beaucoup sur l'instruction. Aussi sur le travail manuel. Parce qu'il disait que si l'Europe aujourd'hui est développée, c'est parce qu'à ce temps-là, on avait le moine cultivateur. Il parlait beaucoup de prêtres paysans. Et lui-même, vous savez, quand il était devenu prêtre, il s'intéressait beaucoup à tout ce qui regarde le social et non pas seulement prêcher le bon Dieu. Il faut aussi que nous puissions comprendre que c'est par le travail qu'on développe le pays. En 1941, la paroisse Notre-Dame de Liesse de Grimari reçoit l'abbé Boganda. Il trouve là une occasion pour initier un projet qui lui tient à cœur, le prêtre paysan. Il en profite pour dire à ses frères, complètement dominés par les coutumes ancestrales, que certaines sont nocives. Lubangui-Chari était le pays de l'Afrique équatoriale le plus arriéré de tous. Les valeurs traditionnelles avaient beaucoup plus de place que les valeurs modernes que les colons ont amenées. Donc Boganda s'est trouvé face à une société qui est restée vraiment traditionnelle. Ils étaient encore trop adonnés à la polygamie, et ce que Boganda combattait. Mais en combattant la polygamie, il se mettait à dos les colons, d'où son opposition avec Monsieur Dieu, qui était chef de région. Parce que si Boganda mettait en valeur la femme, donc les femmes ne pouvaient plus aller travailler le coton. Donc si l'homme a plusieurs femmes, il va avoir beaucoup de coton. Et avec l'Église, il s'est trouvé aussi en contradiction parce que, d'un autre côté, il a dit, il nous faut des gens qui soient instruits. Donc il faut éduquer les gens, il faut des écoles. Et le curé lui dira, tu me demandes tout ce que tu veux pour l'évangile, je te le donne. Mais en ce qui concerne tes écoles, je ne te donne pas un franc. Et Boganda a tout fait quand même pour ouvrir des écoles où il se battait pour faire venir et les filles et les garçons. Et il a commencé l'alphabétisation en leur apprenant le français, en partant de leur langue traditionnelle, leur apprendre à compter en langue traditionnelle, ensuite en sango et ensuite en français. Les initiatives audacieuses du jeune abbé heurtent les susceptibilités du clergé oubanguien.
De l'autre côté, certaines idéologies dangereuses pour la classe dominante locale envahissent le territoire. Les deux facteurs poussent l'Église à le présenter à la députation. Après la Deuxième Guerre mondiale, le communisme et le panarabisme, c'est-à-dire l'intégrisme musulman, ont tenté de gagner du terrain. Et surtout en Afrique. Tout cela faisait peur à l'administration coloniale ainsi qu'à l'Église. Et on a cherché quelqu'un qui pourrait barrer la route à la progression fulgurante de ces deux puissances-là en Afrique. Et la personne indiquée, parce que cette personne était foncièrement anticommuniste, c'était Barthélemy Boganda. Connaissant très bien son idée, sa position vis-à-vis du panarabisme et du communisme, il n'y avait que lui seul qui puisse faire face à la progression de ces deux puissances en Afrique, notamment en Ubangi-Chari. Boganda, quand il est élu député, il va à Paris. Cela va lui permettre de voir que les Français de France sont différents des Français qui sont en Afrique. Comme il était affilié à MRP, un parti d'obédience catholique, il s'est dit, dans le cadre de ce parti, poursuivre sa mission, son apostolat en faveur des hommes noirs. Mais compte tenu de tout ce qu'il a constaté étant prêtre, il a pris tout son temps pour dénoncer ces abus au niveau de l'Assemblée nationale française. Et son but était attirer l'attention de la France métropolitaine, de la France mère, de la mère patrie, sur les exactions que commettent ces agents sur le terrain auprès de la population noire, sans que justice soit rendue équitablement pour tout le monde. Et tout cela, la métropole n'en tenait pas compte, ne l'écoutait pas, faisait semblant de ne pas l'écouter. Et la situation au niveau du pays ne changeait pas. Face à cette inertie parlementaire, Barthélemy Boganda claque la porte du mouvement républicain populaire, boude les travaux à l'Assemblée française et revient dans son fief avec sa secrétaire, devenue son épouse et leur premier enfant. Ils en auront 3. Boganda est venu, il s'est installé dans ce village qui s'appelle Bossabo. C'est là qu'il a créé la Sokololé. Et ce village continue à s'appeler Sokololé en souvenir de la coopérative que Boganda avait créée là. Et c'est à partir de là qu'il a tracé cette route que nous suivons là. Il y a des grands villages là-bas à l'intérieur. Autrefois, il n'y avait pas de route, il n'y avait que la piste. Comme Boganda était pour le social de l'Ubanguien moyen, il a fait ouvrir cette route à ses frais pour que sa coopérative puisse aller prendre les produits agricoles là-bas du terroir et puis comme ça les paysans vont gagner un peu d'argent. Malheureusement, ça lui a valu la colère de l'administration qui a voulu le poursuivre pour avoir tracé une route qui n'était pas prévue dans le plan directeur. Et c'est à partir de là que se sont développées les attaques contre la coopérative qui était donc concurrente de la société indigène de prévoyance, la CIP, qui travaillait pour les colons. Sur ce site de la coopérative qu'il avait lancé, Barthélemy Boganda mettait plusieurs affiches. On pouvait lire « Le travail est libre », c'est-à-dire nous sommes libres de nos occupations, mais le travail est nécessaire pour le développement du pays et pour notre bien-être. Boganda avait lancé un journal qui s'appelait « Pour sauver un peuple » et il écrivait ceci. La société est un corps organisé dont les individus constituent les atouts de base. Les familles en sont les cellules, les tribus en sont les tissus, les races en constituent les organes, et le tout forme une seule et même humanité. Chaque individu est au service de cette humanité. Le raciste dirige tout vers sa race. Le chauvin ne connaît que sa tribu ou sa province. Le sectaire ne vit que pour son parti, sa doctrine et sa religion. De là à l'égoïsme, il n'y a qu'un pas. Ces défauts sont à la base de tous les crimes sociaux et les crimes sociaux portent préjudice à l'humanité. Novembre 1956. La loi cadre dite loi de fer vient de décentraliser l'administration dans les territoires. Le MESAN, parti du député Boganda, remporte les élections municipales. Barthélemy Boganda prend la mairie de Bangui et adjoint au nom de la capitale le surnom de Bangui la Coquette.
Par contre, il refuse de faire partie du cabinet ministériel, préférant prendre la présidence de l'AEF à Brazzaville, où il peut peser sur les prochaines décisions préparant l'accession à l'indépendance. En Afrique et dans l'Oubangui-Chari, c'était la loi cadre que nous avions qualifiée de bicéphalisme, parce qu'il y avait en quelque sorte deux pouvoirs détenus par le haut-commissaire français concernant les affaires d'État et le pouvoir local détenu par le vice-président que j'étais. Et donc il fallait lutter contre ce bicéphalisme afin qu'il y ait dans un pays un seul pouvoir. Et vous savez que Boganda était un panafricaniste, il luttait discrètement pour que les territoires du Tchad, du Congo, du Gabon, de l'Oubangui-Chari forment un ensemble fédéral afin que dans des étapes ultérieures, on arrive aux États-Unis d'Afrique, après avoir franchi le stade des États-Unis d'Afrique latine. Vous voyez, donc, sur le plan local, il connaissait mon nationalisme, il me laissait lutter pour que nous puissions avoir un pouvoir qui appartient à la majorité, puisque nous étions majoritaires, donc sur le plan local, en Oubangui-Chari, et sur le plan général, essayer de former l'unité de l'Afrique centrale. Je suis né congolais, je suis devenu oubanguien et aujourd'hui je ne sais plus ce que je suis. Quand il se retrouve président du Grand Conseil de l'AEF, il se retrouve lui-même Boganda, qui est le patron de tous ces gens-là. Il fallait trouver maintenant des cadres pour les nouveaux postes qui étaient créés. Mais Boganda n'avait pas de gens qualifiés pour ça. Donc il s'en est pris au courant. Il dit, vous n'avez rien fait pour mon pays, vous n'avez pas formé les gens qui puissent prendre la relève. Donc il y avait cette absence de cadre oubanguien pour prendre la relève que Boganda déplorait et dénonçait. Mais ce voyage de Gaulle pour le référendum, Boganda disait à De Gaulle qu'il espérait qu'il était venu parachever l'œuvre entreprise depuis 1944 pour l'évolution du peuple noir. Mais quelle était l'œuvre de 1944? C'était quoi? C'était la fameuse conférence. Il y avait eu la conférence de Brazzaville où il était mis sur pied tout un programme pour l'évolution des peuples noirs. Et Boganda donc rappelait à De Gaulle que j'espère que vous êtes venu pour voir ce qui a été fait depuis 1944 jusqu'à ce jour. Et il disait que les Blancs n'avaient rien fait. Mais par contre, les Blancs, quelques Blancs qui étaient restés là, qui ont travaillé avec lui, ils ont fait une méchante lettre pour dire qu'il est ingrat, ils l'ont aidé, voilà comment il les remercie maintenant qu'il est devenu président du Grand Conseil. Mais De Gaulle a proposé la communauté. Ou bien vous dites oui, vous restez dans la communauté avec la France jusqu'à ce que vous ayez évolué et que vous vous sentiez capable de voler de vos propres ailes, ou bien vous dites non à la communauté et immédiatement vous prenez votre indépendance. Mais cette évolution, Boganda la voyait autrement, voyait l'évolution en bloc, pas l'évolution de l'Oubangui seul, c'était l'évolution en bloc de tous les pays qui constituaient l'AEF. L'indépendance en bloc se justifiait tout simplement, par exemple, il estimait que les régions, les territoires d'AEF étaient trop peu peuplés, étaient trop faibles économiquement. Cette faiblesse était également perceptible sur le plan administratif où l'encadrement restreint était exclusivement européen. L'autre raison qu'il a avancée, c'était la balkanisation des régions qui était prévu dans la Constitution notamment, mais c'était des frontières artificielles. Par exemple, la région de la Haute-Sangha et d'Aloba étaient intégrées au Moyen-Congo, les régions Batéké du Moyen-Congo étaient attribuées au Gabon notamment. Il y a également des impératifs financiers. Un seul État permettrait de réduire les budgets, avoir un seul gouvernement, un seul parlement. Ce qui n'était pas le cas à cette époque où on avait 4 territoires avec 4 gouvernements et 4 parlements.
D'abord, il y avait la forte personnalité de Boganda qui écrasait les autres leaders de la sous-région, qui faisait que ceux-ci, par orgueil, ne pouvaient pas accepter qu'il y ait un bloc qui aille à l'indépendance, parce qu'eux, ils voyaient déjà Boganda président de ce bloc-là. Ça, ils ne l'acceptaient pas. Et puis, il y avait certains pays comme le Tchad, qui se disaient différents de Lubangui-Chari. Tombolba pensait que Boganda voulait enlever les parties de Moundou pour attacher à Lubangui-Chari à travers un abbé qui était à Moundou. Et au Congo-Brazza, Opangol au départ était pour aller en bloc à l'indépendance, mais après Youlou l'a renversé. Youlou a préféré traiter avec ses frères Bakongo du Congo ex-Zaïre. Le Gabon voulait rester dans son côté avec Léomba et ne voulait rien savoir de l'union que Boganda voulait créer. Donc Boganda a dit, je suis entouré de traîtres, et il a amené la République centrafricaine à se proclamer république seule, rien qu'avec le Lubangui-Chari. De mon cœur est sorti les couleurs que vous avez ici, qui symbolisent les 4 territoires de l'AIF, mais qui symbolisent également notre territoire pilote, la France métropolitaine. Les 4 premiers mois du président Boganda à la tête du jeune État sont chargés. Il se rend à Paris avec ses pairs de l'Afrique, remercier le général de Gaulle. Ils mettent en place avec les autres leaders de l'Afrique centrale les structures de l'union douanière, élaborent la nouvelle constitution, implantent dans certaines provinces les nouvelles couleurs nationales avant de disparaître dans un accident d'avion en 1959. Le message qu'on peut retenir de Boganda, c'est cet appel au travail. Seul le travail libère. Et également, quand nous voyons la devise, il y a l'unité qui est là. L'unité, nous en avons besoin. Et Boganda disait, vaillez sur lui, malheur à l'homme seul. Donc, tu ne peux pas, toi, seul, vivre quelque part. Et ce qu'il disait était aussi valable pour les États. Je peux dire aujourd'hui que tout ce que nous vivons, dans le cadre notamment de la CEMAC, ou quand on regarde l'Union européenne, quand on regarde les différents blocs économiques, régionaux, économiques surtout, on voit que les idées de Boganda ont fait du chemin. Et nous vivons ces idées-là aujourd'hui concrètement. Boganda disait, je ne suis pas là pour former des servants de messe qui sont là comme des statues, mais je suis là pour former des hommes pour l'avenir. C'est-à-dire, soyez des hommes, sachez agir, sachez parler, sachez communiquer, sachez travailler. On peut, c'est vrai, conclure en disant que Boganda était un grand visionnaire, puisque Kwame Nkrumah lui-même, panafricaniste si besoin en était, qui lui avait pensé à un État fédéral africain, Kwame Nkrumah lui-même préconisait que Bangui, donc la Grande Coquette, la capitale de la République centrafricaine, soit la capitale de l'État fédéral africain. Les Centrafricains ne connaissent pas Boganda. Boganda a laissé une œuvre immense. Il a mené une lutte non armée. Et il est parvenu à la dignité de l'homme. Il a dit que son existence n'a de sens que lorsque il délivrera les Africains de la servitude et de la misère. Aujourd'hui, Barthélemy Boganda est la référence et le fédérateur de tous les Centrafricains. Son idée d'une Afrique centrale unie fait son chemin dans la sous-région.
Now.